Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent La fin du monde, l'humanité au bord d'une famine globale. De Hugues Steckel, préface d'Yves Cochet. Le XXe siècle a été celui de la voracité, le XXIe siècle sera celui de la faim. Ailleurs, bien sûr, en Afrique, mais aussi en Occident, ici même. Épuisement des énergies et minerais fossiles, dérèglement du climat, recul des terres arables, agonie des sols, raréfaction de l'eau douce, dépeuplement des océans, surpopulation, crise de l'agriculture. Autant de facteurs porteurs de la faim et de ses conséquences dramatiques. Des décennies d'expansion désinvolte ne nous laissent désormais qu'un détroit infime à franchir pour éviter l'effondrement et nous permettre de sortir sans dommages irrémédiables de l'ère fossile. Hugues Steckel nous convainc, sans complaisance et avec maints exemples, de la réalité du péril, pour mieux nous montrer la lueur d'espoir. Hugues Steckel est écologiste militant depuis les années 70, membre des Verts, d'Attaque et d'Alsace Nature. Ancien conseiller régional d'Alsace, 1992 à 2004, il est conseiller municipal dans son village des Vosges du Nord. Yves Cochet est chercheur et mathématicien. Ancien porte-parole des Verts, 1984 à 1986, député européen, 1989, député du Val d'Oise, 1997, ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, 2001 à 2002. Il est aujourd'hui député Vert du 14e arrondissement de Paris. Des notes sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Préface. Le mardi 23 août 2011, à Sanves, petit village du Mâconnais, nous étions quelques-uns à visionner le beau film d'Hervé Nissick consacré à Alexandre Grothendieck. Outre le fait d'être sans doute le mathématicien le plus créatif du XXe siècle, Grothendieck est aussi un penseur écologiste sans concession, un précurseur dans l'analyse des causes profondes de la catastrophe actuelle, lorsqu'on lit ses articles de la revue éphémère Survivre et Vivre. À la même époque, le début des années 70, Dennis Meadows et son équipe du MIT publiaient le rapport The Limits to Growth qui modélisait les conséquences de la raréfaction des ressources, de la montée des pollutions et de l'accroissement démographique. En 1974, de son côté, René Dumont se présentait à l'élection présidentielle, muni de son livre-programme À vous de choisir, l'écologie ou la mort. Résultat, 1,32% des votes. Ces trois prophètes, aux approches différentes mais aux conclusions similaires, furent abondamment et méchamment critiqués par l'oligarchie intellectuelle et politique du moment. Pourtant, tels ceux de Cassandre jadis, leurs dires et leurs écrits d'alors se révèlent aujourd'hui conformes à la terrible réalité que nous vivons. La description rationnelle de cette réalité désespérante est l'objet du livre d'Hugues Steckel. Il est probable qu'il rencontre les mêmes railleries que ses trois illustres prédécesseurs, de la part des élites d'aujourd'hui. L'aveuglement politique et la légèreté intellectuelle sont, de nos jours, aussi bien portés qu'ils l'étaient il y a 40 ans. Fort de sa formation de pédagogue mathématicien, Hugues Steckel annonce, dès son avant-propos, les conclusions inévitables qu'il va ensuite démontrer patiemment tout au long du livre. Petit 1. Les bases de sustentation de l'espèce humaine sont menacées de mort à moyen terme. La caractéristique originale des écologistes dans le monde politique est là. Explication. Depuis plus d'un siècle, la droite et la gauche traditionnelle ont confiné le débat politique aux questions de répartition, de redistribution, de péréquation des richesses entre les riches et les pauvres. En amont, la production des richesses était considérée comme un domaine purement technique, laissé aux ingénieurs et aux économistes chargés d'exploiter au mieux la prodigalité de la nature. Produire plus était l'axiome commun de la droite et de la gauche. Plus de production égale plus de bonheur. La confrontation se concentrait sur l'après-production. Le marché était-il plus efficient que l'État pour assurer l'allocation optimale des richesses produites? Fallait-il laisser plus de liberté à la circulation des marchandises et des capitaux, libéralisme, ou au contraire, réguler plus cette circulation pour garantir aux plus démunis,
un minimum vital inspiré de la justice sociale, socialisme. Produire plus bien sûr, mais comment répartir? Demeure aujourd'hui encore la question centrale, dont les réponses divisent la droite et la gauche. Au contraire, dès leur irruption en politique voilà une quarantaine d'années, les écologistes ont estimé que la question centrale était celle de la production elle-même. Quoi produire? Comment produire? Combien produire? Au vu des externalités négatives de la production, c'est-à-dire des conséquences néfastes de la production sur les milieux naturels, les écologistes ont vite réalisé que la continuation de la sacro-sainte croissance de la production devenait antisociale, anti-écologique et même anti-économique, jusqu'à menacer de mort la vie humaine et ses fondements géobiophysico-chimiques. Telle est la première proposition établie par Hugues Steckel. Récemment d'ailleurs, quelques penseurs autrefois plus circonspects ont rejoint ce constat dramatique. Répondre à la crise écologique est un devoir moral absolu. Les ennemis de la démocratie sont ceux qui remettent à plus tard les réponses aux enjeux et défis de l'écologie. Rocard Michel, Bourg Dominique, Augagneur Florent, Le genre humain menacé, Le Monde, 3 avril 2011. Petit 2. Les menaces, dérèglement climatique, perte de la biodiversité, raréfaction des ressources, montée des pollutions, évoluent dorénavant ensemble comme un automate fou que plus personne ne contrôle. Depuis des temps immémoriaux, les humains se sont adaptés au grand cycle de la nature et à leur évolution lente. Cette adaptation fut même, pendant très longtemps, l'essentiel des activités humaines. Comment se nourrir, s'abriter, se chauffer, se vêtir, face aux forces colossales à l'œuvre dans la biosphère et aux événements locaux puissants qui en découlent. L'extraction massive des énergies fossiles, commencée il y a plus de 2 siècles, et la conversion de celles-ci en énergie utile, fournit à l'humanité, pour la première fois de son histoire, une immense force d'action, comparable aux forces telluriques. Le prométhéisme avait trouvé son outil, l'ère industrielle son carburant. L'exubérance énergétique consécutive permit tout à la fois des progrès dans tous les domaines et des destructions des écosystèmes d'ampleur inédite. Ce choix du feu, confère l'excellent livre éponyme d'Alain Gras, engendre aujourd'hui un ensemble de menaces qui s'autonomisent de leur origine initialement contrôlée, par un changement radical de logique évolutive. Auparavant, la logique industrielle était causale. Mettre en œuvre une force, examiner ses résultats, réajuster la force si les résultats n'étaient pas satisfaisants, arrêter cette force s'ils étaient désastreux, et dans ce cas, tout revenait à l'état initial. Quelle erreur! Nous modélisons souvent aujourd'hui les trajectoires des forces, naturelles ou industrielles, par une logique systémique dans laquelle le contexte global, le tout, est engagé dans les conséquences de la force, la partie, et rétroagit sur ses conséquences par une action en retour sur la force initiale. Mieux ou pire, dans de nombreux cas, par exemple celui du dérèglement climatique, le déclenchement d'événements apparemment peu perturbants produit finalement un emballement des phénomènes qui échappent alors au contrôle humain et à tout retour à l'état initial, autonomisation et irréversibilité. Le rêve prométhéen de la maîtrise se brise sur l'imprévisible. C'est la deuxième proposition d'Hugues Steckel. Petit 3. La catastrophe, l'effondrement, la fin de l'ère industrielle, sont donc inéluctables dans un avenir proche. Bien que l'arithmétique ne suffise pas à expliquer la marche du monde, elle permet néanmoins de dire ce qui est impossible, de montrer les limites de nos actions, en matière énergétique notamment. L'énergie, ce sont les fossiles. L'énergie est l'aliment principal de l'ère industrielle. La quantité de fossiles économiquement extractibles va diminuer. L'ère industrielle va se contracter et disparaître bientôt. Hugues Steckel reprend à son compte cette déduction, après quelques auteurs d'ouvrages sur la déplétion des fossiles, en particulier les travaux prémonitoires de Marion K. Ebert dans les années 50. Il y ajoute un concept peu connu en matière de politique énergétique, celui d'énergie nette. Lorsqu'on compare l'énergie utile produite à partir d'une source primaire, pétrole brut, charbon, gaz naturel, uranium, bois, hydraulique, soleil, vent, à l'énergie qu'il a fallu pour la produire, il est évidemment nécessaire que cette dernière soit inférieure à la première.
Ce qui compte est le net, ce qui reste à la fin après soustraction de l'autoconsommation de la filière énergétique. De ce point de vue, il n'est pas étonnant que le pétrole reste en tête des énergies utilisées. Son énergie nette est meilleure que toute autre. Petit 4. Faute de pouvoir éviter cela, nous avons désormais la responsabilité politique de minimiser le nombre de morts. Face au déterminisme précédemment décrit, que peuvent faire les humains, que peut la politique? Huxteckel ne nous berce pas d'illusions. Nous ne pouvons que réduire les inégalités, les souffrances, les décès qui adviendront massivement dans les décennies à venir. Il est trop tard pour rêver qu'une telle épreuve, la plus grande que l'humanité entière aura jamais connue, soit traversée sans casse. Notre auteur écrit là les pages les plus saisissantes sur l'enjeu de la démographie. En affrontant cette question taboue en France, il prend le risque de la réprobation instantanée sans réflexion qui caractérise les réactions coutumières sur ce thème, même de la part de gens apparemment sensés par ailleurs. Malthusien, eugéniste, liberticide, voire nazi, sont les qualificatifs couramment lancés à ceux qui énoncent la moindre déviation par rapport au dogme. Plus la population est nombreuse, plus fort est le pays. Huxteckel montre pourtant que la maîtrise de la natalité peut s'effectuer sans douleur, et qu'elle est l'un des facteurs les plus efficaces pour diminuer l'impact de la catastrophe. Les 6 constats qu'il énonce au début du chapitre 5 sont imparables et leurs conséquences sont contradictoires, ce qui montre l'ampleur du problème et les difficultés à le résoudre humainement. Petit 5. À cette fin, seuls les 3 principes de sobriété, de partage et de démocratie pourront réduire l'impact du désastre pour, éventuellement, conserver des relations civilisées sans tomber dans la barbarie. Par cette affirmation, Huxteckel déplace complètement le cœur du débat politique contemporain. Nous ne sommes plus dans la construction d'un monde meilleur, comme le firent résolument nos ancêtres inspirés par l'aversion pour la violence et par les principes républicains. Nous sommes dans la tentative d'organisation de la survie civilisée en ère de pénurie, nous sommes dans le compte à rebours avant l'écroulement. Désormais, le cœur de la politique devrait se situer là, le positionnement sur l'axe droite-gauche étant le degré d'acceptation du partage des ressources en raréfaction. Huxteckel croit en la possibilité d'une autorité mondiale, susceptible d'établir, dans ces conditions épouvantables, une égalité entre les humains. Je n'en vois guère l'éventualité. C'est l'une des divergences que je puis avoir avec l'auteur sur certains points de sa démonstration. Finalement, je regrette de n'avoir pas écrit ce livre. À quelques nuances près, je me sens en accord profond avec ce qu'écrit Huxteckel, mon frère en politique et en humanité. Yves Cochet, ancien ministre, député de Paris. Avant-propos. Je me sens très optimiste quant à l'avenir du pessimisme. Jean Rostand, carnet d'un biologiste. À quoi bon tenter d'asséner la perspective d'un effondrement à des lecteurs dont l'agrément de vie est devenu tel qu'ils ne peuvent même pas l'imaginer? Peut-être simplement parce qu'il s'agit désormais, selon le mot d'Edgar Morin, de la plus grande cause qui ait jamais existé dans l'histoire. L'imprécateur désire le malheur qu'il prophétise, et ce n'est certes pas mon cas. Pessimisme ou optimisme d'un auteur sont tout autant hors sujet, son avis n'ayant aucun effet sur le déroulement des mécanismes planétaires évoqués. Seuls comptent à cet égard les faits, encore largement méconnus, dont l'entêtement nous dicte à tous le devoir impérieux du porter à connaissance. Ils ne sont pas tant dans les indicateurs fluctuants du court terme que dans les tendances lourdes à l'œuvre sur le climat, les ressources, la biodiversité, la démographie et les pollutions globales, dont l'implacable obstination surdétermine l'ensemble des mutations à venir. La crise anthropologique qui s'ouvre a déjà fait l'objet de nombreuses publications. La plupart dénoncent la violence d'un ordre du monde, dont la seule fin véritable est de permettre à une petite minorité de vampiriser de plus en plus insolemment le travail de leurs congénères. Un ordre foncièrement inégalitaire, où ceux qui produisent tout n'ont rien, et ceux qui ne produisent rien ont tout. Un ordre dont Victor Hugo disait déjà que « c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches ». Sans égard pour les autres occupants de la planète,
ce système bloque obstinément toute réorganisation rationnelle et équitable du monde, visant à balayer les paradis fiscaux et autres dumpings environnementaux ou sociaux, aujourd'hui, bien à l'abri derrière les frontières du passé. Des frontières toujours plus hermétiques aux démunis, mais très perméables aux capitaux, aux marchandises et aux délires d'accumulation. Pour la majorité des auteurs, rien ne changera tant que perdurera ce système. Les uns proposent de lui greffer des contraintes foncièrement antinomiques avec sa nature, les autres le jugent irréformable et veulent l'abolir, sans d'ailleurs proposer de modalité de passage à un modèle alternatif qui ait fait ses preuves. Tout cela, une grande partie des lecteurs en ont plus ou moins clairement conscience. Mais point capital, tous, ou presque, semblent persuadés qu'une conduite collective vertueuse suffirait demain comme hier à assurer un bel avenir à notre espèce. Cette certitude n'est plus désormais qu'utopie. La descente énergétique et le climat sont en passe d'échapper à toute espèce d'emprise que nous pourrions encore avoir sur leur déroulé, et de devenir les dures réalités qui lacéreront la face du monde. Le propos de ce livre est de focaliser sur la part de déterminisme qui va façonner notre futur et celle des tendances lourdes qui l'ont installé. Le choix du feu, la dilapidation du carbone qui dormait sous nos pieds, l'impact titanesque du sevrage énergétique à venir, la désinvolture démographique, l'inculture scientifique et la myopie des décideurs, la cupidité des possédants dont le formatage à la compétition a fait des monstres d'insensibilité au sort d'autrui, les modèles démocratiques configurés pour réserver accès aux manettes à ces monstres ou à leurs féaux, plutôt qu'à des porteurs intègres de l'intérêt général. S'y superpose le constat sans cesse renouvelé du délabrement de la biosphère, dont tous les paramètres, climat et richesse naturelle en tête, se délitent à la vitesse accélérée du prétendu progrès. À la vérité, il est devenu difficile de croire à un avenir humainement présentable. L'atonie des prises de conscience est désespérante au regard de l'urgence, et la somme des inerties colossales, au point qu'aucune analyse prospective, aussi étayée soit-elle, ne semble pouvoir les ébranler à temps. La pression de confort est là, dans nos têtes d'occidentaux repus, qui a incrusté l'exigence d'un agrément de vie non négociable à un niveau si extravagant qu'il déjoue tout processus démocratique capable de surseoir à l'effondrement. L'ironie étant que le moment venu, ce dernier se chargera évidemment de réviser nos exigences à la baisse, mais pour le coup, sans l'ombre d'une possibilité d'en négocier quelque aspect que ce soit. Il reste que l'enjeu est bien trop énorme pour se résigner à l'inaction. À défaut de pouvoir déjouer la crise, il est encore possible de la gérer dans l'intérêt du plus grand nombre, sans tuerie majeure et sans fermer l'avenir de l'espèce. Mais même cet espoir à minima suppose l'acceptation d'une rupture prompte et radicale avec les pratiques actuelles, et donc une conscience du péril dont on ne peut encore que rêver à ce jour. Un aspect de la tâche en illustre bien la difficulté. La certitude de l'épuisement des ressources fossiles rend radicalement et définitivement impossible le nivellement par le haut des inégalités du monde. Dès lors, toute option acceptable pour éviter la catastrophe qui vient implique l'instauration du partage à une échelle inconnue dans l'histoire. 2 siècles de croissance ont pu distiller l'illusion qu'à terme, chacun serait gagnant au rallye de la prospérité. Force est aujourd'hui de constater que le progrès a surtout dopé les pillages de ressources et les inégalités. Mais comment s'en étonner? Sur une planète de plus en plus exiguë, la part de gâteau accaparée par les uns ne peut être prise qu'aux autres. Surtout s'il se met à rapetisser et sa recette à devenir indigeste, ajouterait Paul Ariès. Le partage n'est pas l'aumône de la survie, il est la proscription de la liberté de s'enrichir au préjudice d'autrui. Et l'on sait la résistance des sociétés humaines à ce projet maintes fois tenté par le passé, mais jamais accompli. Or, sans partage, aucune adhésion de masse à l'organisation de la décroissance n'est plausible, aussi urgente et nécessaire soit-elle. La lueur d'espoir est dans l'intuition que toute autre issue serait fort déplaisante pour tous. L'on sent bien en effet qu'avec l'irruption de la rareté, la guerre menée par la guilde des nantis pour préserver sa part du gâteau serait très vite totale.
Il n'existe plus d'îles désertes pour s'en abriter, et la globalisation a enchevêtré l'ensemble des économies, au point qu'un naufrage éventuel nous entraînerait tous dans les profondeurs. Il est certes encore susceptible de prendre des formes, des ampleurs et des rythmes divers. Entre conflagration et écocide, famine et pandémie, chimères et merveilles technologiques, il n'est pas facile de deviner vers quels abîmes nous courons. Mais comme nous allons le voir, toutes les options réalistes ont désormais pour triste dénominateur commun la faim. Non qu'elle constitue en soi le summum de l'horreur, qui est davantage dans les tueries induites. Les barbaries qui marqueront les grandes migrations, la montée des eaux, le massacre du vivant, le réchauffement climatique ou l'holocauste nucléaire ne risquent guère de démériter dans le macabre. Mais outre que ces fléaux peuvent se cumuler, la régulation par la faim pourrait bien conduire au pillage ultime des ressources qui aseptiserait la terre pour très longtemps et enfoncerait les survivants dans la nuit barbare. Chapitre 1. Énergie et nourriture. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Antoine Lavoisier. Vivant ou non, tout système qui fonctionne tend à s'user, à se dégrader, à gagner de l'entropie. François Jacob. L'Homo sapiens a vécu très longtemps de chasse et de cueillette. Ces pratiques n'ont aucune incidence sur le cycle naturel du carbone dans la biosphère. Elles ne provoquent ni déstockage de ressources fossiles, ni accumulation de gaz à effet de serre, ni destruction de milieux naturels. Toutes vertus qui ont permis aux espèces actuelles de traverser les temps et qui sont encore de règle pour la faune sauvage et pour les peuplades dites primitives. Très faiblement productives à l'hectare selon nos standards, chasse et cueillette sont en revanche totalement inscrites dans l'économie cyclique qui préside à toute vie sur Terre et qui veut que rien ne se perde, rien ne se crée, que tout soit admirablement recyclé dans la grande ronde de matière et d'énergie animée par le Soleil depuis plus de 3 milliards d'années. Généreuse photosynthèse. Le Soleil arrose la Terre d'un flux étonnamment constant de photons, diversement chargés d'énergie. L'atmosphère filtre opportunément les plus dangereux, des rayons gamma aux ultraviolets de type B, c'est donc la lumière visible qui a été sélectionnée par l'évolution pour fournir aux plantes vertes l'énergie nécessaire à la synthèse de molécules organiques complexes à partir des matériaux abiotiques de leur environnement, eau et minerais du sol, gaz carbonique et oxygène de l'air. Tous les êtres vivants dépendent des produits de cette photosynthèse. Les plantes chlorophylliennes en font les briques de leur propre organisme, les herbivores les digèrent grâce à des bactéries intestinales spécialisées, les carnivores se nourrissent d'animaux. Les nécrophages et saprophytes se chargent du recyclage de toutes les fins de vie, sans oublier la grande diversité de parasites qui se greffent sur cette chaîne. La photosynthèse est la clé de voûte de la vie sur Terre. Installée partout où les conditions géophysiques le permettent, elle élabore en continu un ensemble merveilleusement complexe de molécules organiques, bien plus diversifiées que tout ce que l'homme pourra jamais synthétiser, et qui pourvoit tout le vivant en nutriments assimilables dispensateurs de matière et d'énergie. Malgré son faible rendement de conversion de l'énergie solaire en énergie chimique, en moyenne moins de 1% en éclairage naturel, elle est ainsi en amont de toute vie, dont la nôtre. La surface de captage accessible à la photosynthèse fixe toutefois une limite indépassable à la quantité d'énergie solaire qu'elle est en mesure de collecter, et donc à sa capacité de production nourricière. Elle ne peut sustenter le vivant que dans ce cadre, sauf à recourir à des provisions d'énergie solaire, héritées du passé, par définition non pérennes. Notre conscience collective n'a pas encore accepté cette limite. Après 2 siècles de ponction sur des réserves finies, elle persiste à n'imputer les hoquets de la course du progrès qu'aux carences de notre savoir-faire. Or, sur un globe de 6370 km de rayon, ce sont d'abord les fondements de la thermodynamique qui fixent les bornes physiques du réalisable. À notre décharge, les auteurs de science-fiction s'en affranchissent tout aussi allègrement et s'encombrent rarement de vraisemblances scientifiques. Par exemple, lorsqu'ils décrivent une Terre surpeuplée d'humains dans une nature moribonde, ils ne font pas œuvre de science, mais de fiction pure.
Cela dit, notre espèce a de la ressource. Son néocortex malin lui a permis à 2 reprises d'optimiser spectaculairement les processus naturels d'élaboration de sa nourriture. L'expansion humaine. La première de ces avancées a été la révolution du néolithique qui a vu s'installer l'agriculture et l'élevage, après la dernière glaciation, en voie d'achèvement il y a 10 000 ans. En quelques millénaires, elles ont sédentarisé les tribus nomades et fait exploser la productivité du milieu nourricier en réservant à notre espèce une part croissante de l'énergie solaire captable par photosynthèse. De vastes étendues ont ainsi été frappées d'exclusivité pour produire notre nourriture. Homo sapiens se réserve à ce jour pas moins de 15,4 millions de kilomètres carrés, soit un carré de 47 mètres de côté pour chaque humain, sur un total de 32 millions de kilomètres carrés potentiellement cultivables, soit respectivement 10 et 20% de la surface des continents émergés, Sahara, Antarctique et Sibérie inclus. Et cela continue, puisqu'entre 1980 et 2007, ce sont 100 000 km² supplémentaires par an, une France tous les 5 ans, qui furent convertis en culture. La vie sauvage est priée d'aller voir ailleurs. Celles et ceux qui ne voient là rien que de très normal voudront bien considérer que du fait des immenses étendues quasi stériles, déserts, pôles, montagnes, les 10% d'espace continental accaparés par les hommes représentent environ 40% de la capacité de photosynthèse de la planète, et qu'en 10 000 ans, l'agriculture a dégradé 2 milliards d'hectares de terres agricoles, dont la moitié au XXe siècle, et contribué de manière décisive à faire passer la part des déserts de 11 à 32% des terres émergées. Vers le milieu du XVIIe siècle, le nombre d'humains avait plus que centuplé grâce à l'agriculture, au prix, déjà, d'une gigantesque accumulation de dégâts, défrichage et déboisement massif, érosion des sols, destruction de la faune et de la flore concurrentes, conflits avec les nomades ou voisins pillards de récoltes, apparition du besoin de main-d'œuvre, de l'esclavage, des guerres, du commerce, de la spécialisation du travail, des villes, des hiérarchies sociales, de la soif d'accumulation. Pour autant, jamais sur cette longue période l'agriculture n'a dérogé aux lois de l'économie cyclique. La matière et l'énergie mobilisées ont toujours été prélevées directement sur les flux permanents mis à disposition par l'écosphère. Et les progrès de la productivité agricole ont tous été fruits du savoir-faire tâtonnant des agriculteurs, ajustant peu à peu leurs pratiques culturales pour améliorer l'efficacité des mécanismes naturels en jeu. D'innombrables générations de paysans ont ainsi apporté leur pierre à la sélection patiente des variétés végétales et des races d'élevage les mieux adaptées aux contraintes du milieu et aux besoins humains. Elles ont mis au point les techniques d'irrigation là où l'eau faisait défaut, affiné les calendriers de semis et de récolte, amélioré la couverture du sol contre les plantes adventices et la sécheresse, aménagé des rizières et des étangs, construit des terrasses en pente et des coupe-vents, découvert les rotations de cultures et associations de plantes propices au rendement, les modes de conservation des aliments, les secrets du vin, des fromages, du tofu, etc. Le progrès le plus décisif fut certainement l'art du recyclage des matières organiques. Longtemps empirique, il a profité au XXe siècle des découvertes sur la physiologie végétale et les mécanismes du compostage, exploités ensuite à merveille par l'agriculture biologique. À l'instar des cycles naturels, celle-ci s'efforce de restituer au sol les éléments nutritifs prélevés par les cultures, d'entretenir son taux d'humus, l'or brun, de maintenir la vitalité de la microfaune, des champignons et des bactéries symbiotiques qui font sa fertilité, sa résilience aux aléas climatiques et son incomparable faculté de faire pousser des plantes en pleine santé. La seconde grande révolution alimentaire, en rupture avec l'économie cyclique, s'est amorcée au XVIIIe siècle avec l'entrée dans l'Anthropocène, l'ère nouvelle ouverte par l'entame du formidable capital d'énergie en sommeil dans les entrailles de la Terre. Le magot de carbone. Depuis le XVIIe siècle, le recours croissant aux stocks d'énergie solaire fossile élaborés et engrangés au long de millions de siècles de photosynthèse a fait exploser la productivité nourricière. Progrès scientifiques et sanitaires aidant,
La démographie humaine a ainsi pu être multipliée par 14 en à peine 3 siècles. Le point d'inflexion de cette rupture est très net. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.